renvoie les remerciements. Et je renvoie aussi, bien évidemment, le plaisir d'intervenir devant vous cet après-midi. Je préfère très sincèrement intervenir à 16 heures plutôt qu'à 8 heures un lundi matin. Je ne sais pas pourquoi, mais en ayant traîné un peu dans les couloirs de l'UFR pendant 2 ans, effectivement de 94 à 96, c'est là où j'ai eu mon diplôme. Je sais que c'est un peu plus facile d'intervenir en fin d'après-midi comme ça plutôt que très tôt le matin. Remercier Philippe bien évidemment de m'avoir proposé cette intervention. Bon, c'est juste un remerciement mercantile, hein, parce que faut savoir que 550 € la demi-heure TTC, on ne dit pas non à Philippe Brézaché quand il te propose un cachet de 550 € TTC. Donc je le remercie. Par contre, ce ne sera pas en chèque, Philippe, ce sera comme d'habitude en billets. Voilà, vous avez compris, c'est une connerie. Moi, j'ai eu une commande de la part de Thibaut. C'est ça, Thibaut? Pour cette intervention-là. J'ai essayé de me dire la chose la plus importante sur le temps qu'on va passer ensemble. Comment faire pour qu'ils ne se fassent pas chier, les étudiants, qu'ils en retiennent à minima quelque chose, parce que des interventions, vous en avez, on ne peut plus sur l'ensemble de votre cursus universitaire. Et la question que je me suis posée aussi, c'est en quoi je vais pouvoir les marquer dans leur futur parcours qui est déjà bien avancé, puisque vous êtes pratiquement en fin de troisième année. J'aurais posé la question sous forme de boutade. L'année universitaire se termine dans 15 jours à peu près. Un mois. Donc licence 3 acquis pour la plupart d'entre vous, j'espère. Et puis après, un Master 1, Master 2 et éventuellement d'autres chemins universitaires ou de vie professionnelle. Je vous ai marqué ce petit texte-là que j'ai trouvé intéressant sur votre avenir, parce que votre avenir professionnel, il est à construire dès maintenant, bien évidemment. Et je crois que la multiplicité de vos expériences dans le champ sportif, mais pas que, fera de vous déjà des personnes, des citoyens à part entière, et plus que des encadrants spécialisés dans la préparation athlétique, physiologique, mentale, entraîneur, éducateur sportif. Je crois que c'est peut-être le message d'aujourd'hui, surtout que dans les contenus d'intervention, Philippe et puis Thibaut m'avaient demandé d'intervenir sur qu'est-ce que c'était que le ministère des Sports. Première question, le ministre des Sports aujourd'hui, c'est comment? Bonne réponse. Laura Flessel. L'ancienne dénomination du ministère des Sports, avant celle-ci, c'était quoi? Est-ce que vous la connaissez? Ça a toujours été le ministère des Sports, ou est-ce qu'il y avait une autre notion accolée au ministère des Sports? La jeunesse, exactement. Il y avait aussi la vie associative. Donc, l'État français est très très simple. C'est vraiment d'une simplicité incroyable. Il y a à la fois le ministère des Sports, mais la personne que vous avez devant vous aujourd'hui, elle est rattachée à l'Éducation nationale, puisque l'Éducation nationale a aujourd'hui la jeunesse et la vie associative à charge. Ministre de l'Éducation nationale. Non. Ministre de l'Éducation nationale? Non. Thibaut? Vas-y. Non. Là?
C'est incroyable. Mais c'est normal. Je ne le savais pas non plus, je pense. Blanquer, ça vous dit rien? Un mec avec des lunettes rondes? Non, ça vous dit rien. Laura Flessel, par contre, ça vous parle. Hein? Spécialiste du rugby, ça vous parle mieux que le ministre de l'Éducation nationale. Vous relevez de quel ministère, l'Éducation nationale? Lequel? Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est recherche et enseignement supérieur. Si, c'est recherche et enseignement supérieur. Exactement. Voilà, le nom de la ministre qui s'appelle... Philippe, s'il te plaît, aide-moi. Ça passe tellement... Comment? C'est ce que tu allais dire. Bon, bref, c'est effectivement. Je ne me souviens plus. Tu ne l'as pas rencontré dernièrement. Bon, voilà. C'est vrai, heureusement. Je vous propose le plan d'intervention suivant, sauf si vous avez des objections. Si vous souhaitez intervenir, j'espère que vous allez le faire. N'hésitez pas à poser des questions, à m'interroger sur des sujets liés à vos préoccupations aujourd'hui, mais peut-être à d'autres préoccupations. J'ai vraiment envie qu'il y ait un échange. Vous allez vite le comprendre. Je n'ai pas un profil d'universitaire. Je m'en porte pas plus mal. Hein. J'ai pas de... Comment dire, de terrain d'investigation très précis. Je ne suis pas un chercheur. Je ne suis pas un mec qui bosse avec une approche clinique. J'essaie de comprendre le métier que j'exerce depuis 1999 et toutes les responsabilités qu'on m'a confiées avec un champ d'investigation le plus large possible. Voilà. Et ça, je voulais aussi vous le dire. Je pense que sur la filière entraînement, c'est un conseil. Bien évidemment, vous allez avoir, et les uns et les autres, des degrés d'expertise de plus en plus pointus. Je vous encourage très sincèrement à ouvrir votre panorama pour que ce champ d'expertise, cette précision, soit la plus articulée possible avec l'ensemble du champ dans lequel vous allez travailler. Je ne sais pas si j'ai été très clair. J'ai été français là quand j'ai causé ou pas? Ils sont habitués? Ils disent rien? Ah, ils ont l'habitude, d'accord. Bref, si vous vous spécialisez en sophrologie, avec certains sportives, collectifs, moi je vous encourage à ne pas rester uniquement sur ce plan-là, mais de comprendre comment l'être humain fonctionne sur un plan physiologique, comment il fonctionne sur un plan biomécanique, bien évidemment en ne poussant moins l'expertise que le domaine dans lequel vous vous orientez. Mais je crois que pour tout sportif, l'approche systémique, et moi je suis vraiment pas persuadé, mais je pense que on doit être en capacité de comprendre le fonctionnement dans lequel on est et de comprendre le fonctionnement à la fois de l'individu et d'une équipe si un jour vous êtes en charge d'un entraînement d'équipe, mais quel que soit le niveau. Ça peut être un niveau départemental, régional, national, international. Je crois que c'est important de comprendre l'ensemble du système dans lequel vous vous trouvez. Ouais. Ça, c'est toujours les handballeurs. Ils ont toujours un temps d'avance sur les footeux. Toujours. C'est parce qu'intellectuellement, ils sont câblés mieux que les footeux. Hein, Philippe? C'est de l'anticipation. Voilà. Voilà. Thibaut m'a envoyé un petit mail. La notion de contrat est importante dans la vie. J'ai appris à
à appréhender cette notion-là. Thibaut, si tu me dis que le contrat il n'est pas là, tu peux intervenir. Je pense que le mail que tu m'as envoyé, c'est à peu près ça. L'émission actuelle au sein de la DRDJS de Normandie. Alors, j'ai mis autre, ancienne, si vous avez de l'intérêt ou des questions par rapport à ça. Je peux vous apporter quelques réponses, mes réponses. Les finances du ministère des Sports et du CNDS. Ça, je ne me suis pas cassé la nénette. J'ai été rechercher ce que l'on avait sur le projet de loi de finances 2018. Vous allez avoir à la fois le budget 2018 du ministère des Sports, y compris le CNDS, plus quelques prévisions pour 2024 en termes d'objectifs et d'objectifs financiers. Il y a peut-être 2-3 chiffres à retenir sur l'intervention. En tout cas, si vous êtes curieux, si vous êtes travailleur, j'en doute pas, hein, vous êtes tous comme ça, parce que Philippe me l'a dit, m'a dit j'ai un groupe d'étudiants cette année en L3, ils sont, mais j'ai jamais vu ça de ma carrière. Donc moi j'étais, bah ouais, alors j'étais un peu déçu parce que je suis passé un petit peu par les mains de Philippe, mais bon c'est comme ça, hein, il y a des promotions qui sont plus brillantes que d'autres et vous en faites partie. Les événementiels que vous organisez, voilà, que j'ai organisé plutôt, hein, on en a parlé au téléphone. Développement des structures sportives sur Paris dans l'optique 2024. J'ai pas voulu acheter de boule de cristal ou alors appeler Nostradamus parce que je sais pas ce qui va se passer encore. Ça c'est pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin sur des questions. Moi je suis ou des documents. C'est vrai que nous, au ministère des Sports, on a des documents qui peuvent vous servir, notamment sur des états statistiques. Je ne sais pas si vous avez des travaux, mémoires à faire. Je peux être une personne ressource sur vos différents travaux. Je vous laisserai de toute façon, Thibaut, le diaporama. Le concours de professeur de sport. Voilà en 99 les sujets que j'ai traités par écrit. Alors vous voyez qu'il y a un sacré décalage entre la veste, la chemise et puis le jean et les chaussures et comment j'étais en 99. Mais je pense que je suis encore capable de traiter des sujets comme ça, même si je ne suis plus sur le terrain. J'ai quitté le terrain il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans. Je pense que je vais y revenir, mais pour l'instant, j'y suis plus. Comment les normes sociales en matière de protection et de sécurité de l'usager sont-elles compatibles avec la prise de risque et la liberté individuelle dans les pratiques sportives? 4 heures. Il ne suffit pas de se gratter le cou. Hein. Il suffit de patiner le cerveau, faire un plan, machin, et puis d'avoir tout ce que l'on peut apporter comme notion, comme compréhension du sujet. Quelle importance attribuez-vous à la gestion du temps dans la construction de la performance sportive? 4 heures. La récupération est reconnue comme un élément constitutif de l'entraînement sportif intensif. Je pense que ça peut encore être des sujets d'actualité. Hein. Philippe, d'accord avec moi? Des sujets qui comprennent cette étape pour qui ont eu aussi quelques enseignements sur les concours de la FPT. C'est des sujets qui sont traités régulièrement. Ça. Donc la récupération est reconnue comme un élément constitutif de l'entraînement sportif intensif. Montrez comment vous la prenez en compte dans l'élaboration d'un projet de stage qui a pour finalité la compétition majeure de la saison. Donc là, l'idée, c'était de se placer comme pilote, comme responsable d'un stage de récupération d'une équipe ou d'un groupe de sportifs, voire un sportif, en vue de préparer une compétition majeure de la saison. 4 heures. Voilà les sujets du concours de professeur de sport en 99. Si vous voulez aller plus loin, vous tapez Annales du concours professeur de sport et vous allez avoir tous les sujets
de 98, 97 peut-être jusqu'à aujourd'hui. J'ai une slide après là-dessus. Conditions spécifiques d'accès exigibles à la date de clôture des registres d'inscription. C'est vos dossiers d'inscription. Peuvent être admis à concourir les titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc vous, aujourd'hui, pas possible. Dès le mois de juin, j'espère pour la majorité d'entre vous, voire septembre, pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'être tranquilles pendant l'été. Voilà, c'est un choix. Sont admis en équivalence de la licence TAPS les diplômes suivants. Le BE, deuxième degré, qui n'existe plus aujourd'hui, dans la délivrance. On ne délivre plus de BE2 aujourd'hui. Le diplôme de guide de haute montagne, le diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité performance sportive. Le DES GEPS. Ouais, bon, ça y est, ça commence à causer sur une des missions du ministère, c'est effectivement d'agréer des organismes de formation. Agréer, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'organiser des sessions de formation en vue d'obtenir tous les diplômes d'État reconnus, inscrits au certificat CQP, certificat des qualifications professionnelles. Donc nous, les principaux diplômes que vous connaissez, donc il y a quoi comme diplôme aujourd'hui que vous connaissez de la jeunesse et des sports, du sport, hein? Le BPGEPS, DE-GEPS et puis DES-GEPS. Voilà. C'est les trois diplômes principaux que l'on a, nous, en délivrance au ministère. Bon, après, c'est les possibilités d'avoir des équivalences pour être en position de déposer un dossier au concours. Les missions professionnelles. Ouais, je vous en parlerai un peu plus en détail sur ce que j'ai essayé de mettre en place depuis 1999. Les profs de sport concourent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques en matière d'activité physique et sportive, à la promotion de la pratique sportive et de l'emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport. Effectivement, on a des cellules d'observation au sein de notre ministère. Alors, ce sont des cellules d'observation qui nous permettent, nous, on parlait de développement du service civique tout à l'heure, d'avoir une certaine forme de lisibilité pour analyser les tendances et puis voir dans quelle mesure certains secteurs sont en pénurie ou défaillants, et puis nous de réadapter notre action publique par rapport au manque que l'on a pointé. Voilà, ça c'est un des axes des missions des profs de sport. D'ailleurs, si vous le connaissez, je pense qu'il n'a pas encore de déambulateur, mais Jean-Pierre était sur cette mission-là les 3-4 dernières années quand il travaillait avec moi à la direction régionale. Voilà, je ne donne pas son nom parce que c'est un secret. Les épreuves, Philippe, on y vient. Il y a 3 épreuves écrites encore, tu vois. 1, connaissance des problématiques économiques, sociales et politiques appliquées au domaine du sport. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 99. Alors c'était, je ne vois pas trop la différence. Hein. Quand j'ai préparé l'intervention, je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre aujourd'hui et 99 ? 2, questions sur les connaissances scientifiques et l'expérience acquise dans la discipline du candidat pour l'option CTS ou épreuve de culture scientifique dans le sport et sur l'optimisation de la performance sportive et l'utilisation de nouvelles technologies pour l'option CAS. Donc vous voyez, CAS, CTS, ça parle ou pas ? CTS, conseiller technique sportif, CTR quoi. Vous connaissez tous votre CTR de votre discipline. Et puis une épreuve de culture péda
pour finir. Donc tu vois, on a toujours 3 épreuves, sauf à dire que les références que j'ai récupérées sont plus bonnes, mais ça m'étonnerait. Et puis vous avez l'oral. Une petite anecdote, j'ai le droit de parler de moi un tout petit peu, 30 secondes. Question institutionnelle ou juridique, 1h30, coefficient 3. Vous avez un pavé comme ça, le Barul, je crois, ça s'appelle. Je ne l'ai pas réouvert depuis 1999. Sur toute la réglementation du sport. Tout. Réglementation, législation du sport. Un truc comme ça doit faire 550 pages. Je crois qu'à la fin de ma préparation des oraux, j'avais envie de vomir, tellement je ne pouvais plus l'ingurgiter. Et donc je me pointe à l'INSEP. Et c'est dans l'ordre, hein, première épreuve. On n'a pas nos résultats d'écrit. On sait qu'on est admissible à l'oral. Et je m'assois, je tombe un sujet, c'était je ne sais pas quoi, l'organisation réglementaire et législative des sports mécaniques sur la voie publique. Bon, je m'assois, je commence à préparer le truc, je me dis putain, je vais être sec. Et effectivement, j'étais sec, j'étais pas très très à l'aise. Et puis je voyais au fur et à mesure de l'entretien que je les énervais, c'était 2 inspecteurs, des solides, quoi, des vieux inspecteurs jeunesse et sport. Et je sentais que dans leurs entretiens, je les énervais. Et donc, je sors de la salle, il y avait mon épouse qui était à côté, dans le couloir. Je lui ai dit, écoute, s'ils sont sympas, ils me mettent 6 pour voir. Vous savez, comme au poker, 6 pour voir, 6 sur 20. Ou alors, ils sont vraiment cons. C'était possible aussi. Ils me mettent 5. Je prends mon sac et puis je dégage. Bon, bref. Bilan de l'opération, j'ai eu combien en droit? Non. Non. J'ai eu 6. Donc ils ont été sympas parce que j'ai été nul, mais nul. Et pourtant j'avais bossé, je crois que c'était l'épreuve que j'avais plus bossé. Donc, parce que le 5 est éliminatoire. Voilà. C'est-à-dire que le 5 est éliminatoire. Ouais. Et ça aurait été con parce que sur les 3 écrits, j'ai eu entre 17 et 18 sur les 3 épreuves écrites. Ah, j'ai fait une grosse perf. Ouais. Eh ben, c'est une bonne question, Thibaut. Je me la suis posée. En tout état de cause, quand il y a une délibération de jury sur des concours comme ça, tu as effectivement toutes les notes qui, à un moment donné, sont visibles. Nom et prénom du candidat, je ne suis pas sûr, mais tu as toutes les notes. Hein, tu as toutes les notes. Ouais, c'est anonyme. Voilà. Et donc, je pense qu'ils ont mis la note. Et puis, au moment de la délibération, ils ont dit, bon, à 6, c'est pas éliminatoire. Et puis, avec les notes que j'avais à l'écrit, et puis, merde. Et puis il y a un dossier aussi, présentation en français, c'est mieux, d'un document rédigé en langue étrangère relatif au domaine du sport, plus conversation dans la langue. Ça, c'était mon épreuve d'anglais. Mais nous, c'était un texte. Donc ça a évolué. C'était un texte en anglais. Il ne fallait pas être très très fortiche. Hein. J'ai chopé un 11. Je peux vous dire que je n'étais pas vraiment très très bon en anglais. Je crois que je suis meilleur aujourd'hui qu'en 99. 3e épreuve de conception, de planification et de réalisation dans une option choisie parmi 55. C'est des pratiques sportives en fin de compte. Hein. Tout ça là. Donc il y a des épreuves vidéo, je crois, maintenant. Donc ça, faut aller fouiller un peu plus si vous êtes intéressé. Et entretien facultatif de présentation et d'analyse de la pratique et des connaissances en sport de haut niveau. Vous voyez, encore quelque chose autour du sport de haut niveau. Bon, voilà, parce que c'est un des axes importants du ministère. Vous le connaissez au travers de la liste des sportifs et des sportifs de haut niveau ou de la liste espoir. Voilà le concours. Mais comme dit Philippe tout à l'heure, à juste titre, c'est un concours qui mérite d'avoir des expériences plurielles.
Hein, je ne suis pas sûr que uniquement avec une licence TAPS aujourd'hui, sans avoir été éducateur, entraîneur, responsable d'une équipe, responsable d'un sportif, je ne suis pas bien sûr que, ou avoir été dans le développement d'un club avec une fonction importante, je ne suis pas sûr que ça passe. Mais moi, je vous encourage. Hein. Je vous encourage bien évidemment à passer tout type de concours de catégorie A. Hein, Philippe parlait de CETAPS tout à l'heure. Parce que c'est quand même intéressant d'avoir ce type de concours, sauf si vous voulez avoir une autre carrière professionnelle, et toute carrière est louable. INSEP, c'est sûr. Préparation à l'INSEP, c'est sûr, parce que j'ai une collègue qui a eu son concours qui a été une semaine l'année dernière. Voilà. Au Krebs à Oulgat, tu te souviens, j'avais monté une préparation d'une semaine sur ces épreuves-là quand j'étais au Krebs. Dans le diapo, je vous ai proposé aussi des liens qui vont vous renvoyer au concours de professeur de sport. Donc les missions du ministère des Sports. Je vous laisse lire le premier paragraphe. Et les 4 domaines d'action sont les suivantes. Développement du sport pour tous, en particulier en direction des publics les plus éloignés de la pratique sportive. On va causer un tout petit peu CNDS tout à l'heure. L'orientation 2018 du CNDS, s'il y a peut-être quelque chose à retenir sur le CNDS, hormis les chiffres là sur un plan national, c'est que l'orientation 2018 a beaucoup évolué. C'est-à-dire que toutes les actions des ligues et des comités départementaux qui construisaient leur plan de développement autour des actions à la fois de développement du haut niveau et de la formation, toutes ces actions-là ne sont plus éligibles en 2018. Donc, comme c'était le fonds de commerce du projet de développement de beaucoup de ligues et de comités départementaux, ça se gratte un peu la tête pour rentrer dans les critères d'attribution, parce que le ministère des Sports ne finance pas comme ça. Hein. Il y a des appels à projets, il y a des dossiers, notamment le dossier de CNDS, à remplir par les ligues et par les comités départementaux. Ne rentre aujourd'hui que sport et mixité sociale, sport et pratique féminine, sport et fair play, sport et citoyenneté, etc., etc. Donc quand on cause avec les CTR, ils nous disent mais on n'est plus du tout, de leur point de vue, dans une pratique sportive telle que la définition qu'ils en avaient correspond aujourd'hui à leur cœur de métier. Et ça pose un vrai problème. Et il y a des ligues qui se grattent la tête en disant mais quelles actions aujourd'hui va-t-on pouvoir développer pour récupérer un montant non négligeable. Vous avez certaines ligues en Normandie, le CNDS, ça leur permet quand même d'abonder leur fonds de fonctionnement à hauteur de 40 000, 50 000 euros pour les plus grosses ligues. 50 000 euros aujourd'hui, c'est quand même pas rien quand on voit la diminution des fonds publics dans tous les domaines. L'organisation du sport de haut niveau, ça ne va pas être un scoop que je vais vous annoncer. Je peux vous dire que Paris 2024, on va en entendre parler matin, midi et soir dans les prochains mois maintenant. Afin de maintenir le rang de la France parmi les grandes nations sportives, vous allez vous en apercevoir là dans la note d'orientation 2018 du plan de financement. Plus 3 millions d'euros pour préparer 2024, c'est sur que 2018, hein, donc ça va être à mon avis reproduit 2019, 2020, etc. Plus 3 millions d'euros dédiés aux fédérations sportives. Plus 1,5 million d'euros pour le sport paralympique.
plus 10 millions d'euros pour un soutien personnalisé aux sportifs de haut niveau portés au titre des aides personnalisées. Donc le message, il est relativement clair. L'État va mettre des moyens financiers en place pour obtenir quoi, d'après vous? Comment? Allez-y. Ben voilà, pour obtenir des médailles, exactement. Bonne intervention. Quand on lit ça, c'est que on s'oriente vers des interventions d'État financières dédiées à l'obtention du plus grand nombre de médailles pour 2024, et puis ressortir le cocorico et le coq. Entre parenthèses, j'espère également que des moyens humains, financiers, logistiques seront développés pour que la population, et je dis bien la population au sens large, toute la population française puisse participer de près ou de loin aux Jeux Olympiques. On verra après si... on verra le temps. Ce que l'on avait construit en 2014 sur les grands événements internationaux, tu te souviens Philippe, et je vais vous inviter à faire le parallèle pour que des projets, qu'on appelle des projets territoriaux, incluant la population, les sportifs, mais aussi les non-sportifs, les jeunes, mais aussi les personnes les plus âgées, les valides, mais aussi les personnes en situation de handicap, puissent participer à ces Jeux Olympiques. Voilà, essayer de construire quelque chose de très citoyen. Voilà, si j'ai un petit rôle à jouer là-dedans, je le prendrai avec grand plaisir. Donc la prévention par le sport, la protection des sportifs et la lutte contre les dérives intolérables que constituent le dopage, la violence, le racisme, la tricherie et toutes les formes de discrimination. Voilà, on a aussi notre rôle. Nous, on n'a pas trop de rôle de sanction. Ce rôle-là est davantage dévolu aux fédérations sportives. N'empêche que si Laura Flessel passe un coup de fil au président de la Fédération française de cyclisme, je prends le cyclisme, je pourrais prendre un autre sport, hein, tu m'excuses, mais je pourrais prendre l'haltérophilie, je pourrais prendre pourquoi pas la voile. Bref, il faut sortir des stéréotypes, mais le président va écouter attentivement ce que la ministre va lui dire sur tel ou tel cas qui est ressorti au grand public. On a quand même un poids au niveau des fédérations et un pouvoir de faire comprendre qu'une sanction importante serait bon pour le sport français, l'image du sport français, surtout quand c'est un ministre ou une ministre qui passe un coup de fil à un président de fédé. On l'a vu tout à l'heure, la promotion des métiers du sport et le développement de l'emploi sportif. Voilà. Avez-vous des questions là-dessus? Sur le concours notamment. Une question par rapport au concours, en fait, c'est plus par rapport aux formations fédérales. Là, vous nous avez demandé si on avait fait des formations. En fait, là, nous, en cyclisme, il y a quand même un problème avec les formations, c'est-à-dire que pendant notre saison, toutes les formations, elles sont pendant la saison de vélo. Et donc, quand on est coureur, quand on est jeune et coureur, on ne peut pas, c'est souvent sur des week-ends, en fait, et on ne peut pas participer à ces formations-là. Et j'ai regardé sur le site de l'AMI, le PD, ouais, voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que par exemple, en cyclocross, le cyclocross c'est l'hiver, et donc la route c'est plus l'été. Les formations en cyclocross, elles sont pareilles, elles sont en hiver. Et les formations en vélo de route, en cyclisme de route, elles sont l'été, pendant la saison. Et je me demandais, du coup, c'est qui décide à quel moment on met les formations, parce que au final, c'est beaucoup d'anciens sportifs qui vont faire ces formations-là parce qu'ils ont le temps d'aller les faire, alors qu'on n'a pas vraiment le temps pendant la saison. On ne peut pas se permettre de louper un week-end de compétition. Il y a deux, trois éléments de réponse par rapport à ce que tu poses là. Qui organise, qui planifie? Soit tu es dans une fédération bien structurée avec un réseau, ligue régionale,
Et la plupart du temps, ce sont les ligues régionales qui planifient, qui organisent les sessions de formation fédérales. Parce qu'il y a les moyens, parce qu'il y a un cadre technique, alors soit d'État, CTS qu'on a vu, soit un cadre technique fédéral dont il a en charge la programmation des formations, ce qu'a évoqué tout à l'heure Philippe. Soit tu es dans une petite fédération et il y a un calendrier national des sessions de formation fédérale. La question que tu poses sur la disponibilité, moi j'ai envie de te répondre, est-ce qu'il t'apparaît pour toi plus important d'aller faire une course à Saint-Lô un week-end sur le même week-end où il y a 2 jours ou 3 jours de formation fédérale d'un premier niveau? Tout est question de choix. Si tu penses que sur une saison, tu ne peux pas rater une course parce que tu as une session de formation qui est programmée le même jour qu'une course, c'est que tu envisages de mettre une préférence sur ta pratique personnelle et le nombre de points ou les médailles que tu peux aller gagner à droite à gauche en faisant des courses, plus que assister à une première formation fédérale qui va t'apporter alors soit de l'intérêt ou des intérêts, je ne peux pas te dire, mais en tout cas c'est une question de choix, c'est une question d'orientation. De septembre à février, donc pendant la période creuse, on pourrait faire continuer les formations au fur et à mesure, et en même temps faire des saisons complètes, parce qu'il y a les clubs aussi quand on nous inscrit à des courses, parce que normalement on ne choisit plus les courses, on est inscrit pour performer, pour aider, et on ne peut pas dire non je ne vais pas à la course parce que je fais une formation à côté. Quand il y a moyen de faire... Je comprends. Je comprends. Tu as une partie de la réponse. Tu es licencié à quel club? Le S Tourigny, c'est dans la Manche, ça. C'est un bon club. Tu connais ton président? Tu m'as posé la question de qui organise, qui programme, qui planifie. C'est la Ligue de cyclisme, je pense. Hein, ça ne doit pas être le comité départemental. Et ben, tu vas voir ton président ce week-end, ou dès que tu as un petit peu de temps, tu lui poses cette question-là. Et c'est son rôle au président du club d'interpeller la Ligue en demandant gentiment s'il n'est pas possible de prévoir des formations fédérales sur la saison hivernale, là où les compétiteurs, les rouleurs, pourront ne pas mettre en difficulté à la fois leur double souhait de se former en qualité d'encadrant et d'éducateur sportif, et puis poursuivre ton parcours de sportif. Voilà. Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée. Hein. Et puis, il envoie un beau courrier au président de ligue. Le président de ligue va saisir soit sa commission formation, si ça existe, et ou ses cadres fédéraux ou d'État. Voilà. Et peut-être que ça va faire avancer le Spielblick. Autre réponse, Philippe? Non, par rapport à ça. Alors, on va commencer par le CV. Ah oui, si ça marche, ouais. Si c'est bon. Vous voyez dans le fond ou pas? On va commencer par le début. Bon, je ne sais pas si ça vous parle ou si ça va vous parler. Je n'aime pas trop aller là-dessus, mais Philippe a raison. C'est pour vous faire comprendre la pluralité d'un parcours. Vous voyez que le concours, je l'ai préparé aussi entre 96 et 99. 96, c'est l'année où j'ai obtenu ma licence. J'avais 2 options. Soit je continuais en maîtrise et en DESS, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Michel m'avait fortement encouragé
à le faire. Et je ne l'ai pas fait. Je pense qu'aujourd'hui, je regrette un peu. Mais, mais voilà, c'est comme ça. J'aurais dû continuer mon cursus universitaire. Je l'ai arrêté en licence. J'ai essayé après de m'inscrire en DESS et puis c'était incompatible avec le boulot, la direction régionale. Bon, on va pas revenir. 99, j'ai le concours. De 99 à 2004, je suis nommé au service formation examen à la direction régionale Basse-Normandie. En 2004, le directeur du Creps d'Oulgat me fait un appel du pied pour que j'intègre l'équipe des formateurs. Donc, je conçois, je coordonne et j'interviens sur les BPGEPS, APT notamment, puisqu'on avait une vraie culture APT, activité physique pour tous, au Creps d'Oulgat. Nous avions aussi un tronc commun deuxième degré dont j'étais le référent sur les aspects pédagogiques, plus les préparations au concours, etc. etc. Comme vous avez pu le voir, j'ai effectivement été conseiller technique régional de foot de 2009 à 2011. Donc j'étais sur des missions autour de la formation initiale et professionnelle des entraîneurs et des éducateurs. Je suis très content aujourd'hui puisque j'ai réussi à construire le championnat régional de futsal qui permet à 2 équipes de jouer en D2 pour les footeux et les footeuses qui sont en futsal. Hérouville et Guérinière. Puisque quand j'ai commencé à bosser sur ce dossier-là, on n'était que sur l'organisation de plateaux. Alors des plateaux qui se déroulaient un peu à droite à gauche sur le territoire le mardi soir. Et aucune équipe n'était éligible à aller jouer sur des championnats nationaux. Donc moi j'ai dit à mon président de commission régionale du futsal, j'ai dit Thierry, il faut absolument que d'ici 2 ans, on ait un championnat régional de futsal en Basse-Normandie. Voilà, donc ça c'était une belle aventure parce qu'on est parti de zéro. Et aujourd'hui, il y a un vrai championnat régional avec 2 équipes qui jouent en D2. J'ai vécu une super organisation aussi, c'était celle du championnat d'Europe U19 en 2010, je crois. Regardez sur Internet, là, ceux qui ont Internet, s'il vous plaît. Championnat Europe U19, je crois que c'était 2010. Alors, non seulement c'était une expérience exceptionnelle parce que j'ai pu travailler avec des membres de l'UEFA sur toute la préparation de cette organisation. J'ai été référent des officiers de liaison, donc j'avais 8 officiers de liaison à coordonner. J'étais le référent technique sur tous les terrains d'entraînement. Alors autant vous dire que ça a été aussi des soirées assez longues parce que vous imaginez bien que sur un championnat d'Europe, même U19, quand vous accueillez l'équipe d'Angleterre et que vous avez un entraîneur qui vient pour s'entraîner la première fois sur un terrain d'entraînement, je ne vais pas le citer parce que c'est pas besoin de le citer, et qui vient me voir et qui me dit c'est la première séance et la dernière séance, sinon on s'en va. On essaie de trouver une solution la plus rapide possible avec les collectivités locales environnantes pour que le terrain d'entraînement convienne à l'équipe anglaise. Quelle année ? 2010. Voilà. Qui a gagné le championnat d'Europe ? La France. Ouais. Stade d'Ornano plein pour la finale, plein pour la demi-finale, un truc de dingue. Donc ça, c'était vraiment une expérience sensationnelle. Là, j'avais été obligé de parler anglais. Je peux vous dire que si au moins dans la carrière, il y a des moments où je me suis forcé à parler anglais, là-dessus, j'étais obligé de parler anglais. Mal, mais j'étais obligé de parler anglais.
Je suis reparti après à la direction régionale. J'ai fait une petite transition sur le service formation, notamment sur les activités aquatiques. Bon, différents jurys, vous lisez, vous savez lire. De 2015 à 2016, non, de 2013 à 2014, oui, voilà. Juin 2013, décembre 2014, ça a été dans la carrière aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, en 2014, en ex-Basse-Normandie, on avait 3 événements internationaux. On a eu les Jeux équestres mondiaux. On a eu le 70e anniversaire de la bataille de Normandie du débarquement et les championnats du monde de kayak polo. Voilà. Donc, vous voyez qu'on avait un terrain très très propice aux événements internationaux. Est-ce que par hasard, vous aviez, 2014 c'était il y a 3-4 ans, est-ce que vous avez été voir un de ces événements ou pas? Le mondiaux de kayak polo à Thury, voilà. Avec la victoire de senior. Les Français, exact. Donc encore une fois, on a eu la chance d'avoir l'équipe de France qui a gagné au mondiaux de kayak polo. Donc on parlait de management de projet tout à l'heure. Le directeur régional de l'époque m'avait confié l'organisation de projets, pas que du sportif, pas que du compétitif, mais des projets dans le cadre des 3 événements internationaux. L'idée étant de faire participer le plus grand nombre de personnes à ces projets de compétition internationale, et puis au 70e. Je vous laisse lire. J'avais une équipe à peu près de 12 agents à coordonner pendant plus d'1 an. J'avais le pilotage administratif et financier du dispositif. J'avais à peu près 120 partenaires qui se sont inscrits sur ces projets territoriaux. Voilà. Clap de fin, le mois de décembre 2014. Après, ça vous paraît fade, hein. Le quotidien vous paraît un peu fade. C'est comme quand vous mangez quelque chose et que c'est pas suffisamment salé. Le quotidien vous paraît un peu fade. J'ai été pilote de l'unité jeunesse vie associative. Alors là, vous voyez, il y a une espèce de bascule. C'est-à-dire que autant j'avais une carrière professionnelle plutôt orientée dans le domaine du sport, et ben depuis 2015, j'ai ouvert mon champ d'investigation sur toutes les politiques de jeunesse et de vie associative. Voilà, et ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui je suis référent régional du service civique. J'ai été délégué régional à la vie associative, j'ai arrêté cette fonction-là en septembre 2017. Et puis je suis responsable régional des médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif pour valoriser tous les bénévoles qui œuvrent, notamment dans les ligues, depuis pas mal de temps. Service civique, vous connaissez un peu? Ouais. Peut-être certains sont en service civique, les autres manque de temps. Donc l'articulation mission et licence 3, là aussi manque de temps. Ou de propositions, effectivement. Bon, on pourra peut-être en causer un peu du service civique tout à l'heure, parce que je trouve que c'est pas mal qu'ils aient une autre lecture. Les missions, je vous enverrai par... Actuellement, entre le champ des possibles et dont on parle des propositions. Ouais. On est à combien par rapport au cadre qui avait été imaginé et le nombre actuel de services? Deux éléments de réponse. La première, c'est que effectivement, il y a plus de demandes que d'offres. On est encore sur un ratio de une offre pour entre 3 et 4 demandes. Donc notre boulot aujourd'hui, c'est
encourager les structures qui sont déjà agréées, qui ont accueilli des jeunes en service civique, de les encourager à accueillir un peu plus de jeunes dans la déontologie du service civique avec le nombre de tuteurs qui va bien, les conditions matérielles, etc. Et l'autre, c'est de poursuivre notre action de développement sur l'ensemble des 9 secteurs sur lesquels le service civique peut concourir. Donc pas que le champ sportif, champ culturel, champ de la solidarité, le champ de l'environnement, etc. J'ai une petite diapo après pour leur faire voir. Mais par rapport à cette... Alors sur les objectifs chiffrés, en France, sur l'année 2017, on est à 110 000 jeunes en service civique. On est à peu près en dessous de l'objectif que l'Agence nationale s'est fixé, mais pas beaucoup. Donc c'est un dispositif qui marche royalement bien. Est-ce que ça va pas, depuis septembre, il y a les contrats aidés qui ont été distribués. Est-ce que ça va pas encourager les clubs à employer plus de services civiques? Écoute, c'est une question très très pertinente parce que le fonctionnement des clubs ne peut pas se faire sans des ressources, soit bénévoles, soit salariées. Et les ressources salariées, effectivement, tu viens de le dire, par l'intermédiaire des contrats aidés, met en difficulté le fonctionnement des clubs. Et beaucoup de clubs et ou d'associations, puisque je ne parle pas que sport sur le service civique, se disent mais quel est le dispositif que l'on peut utiliser pour continuer à faire fonctionner notre club et à favoriser le bon fonctionnement au quotidien. Et le service civique est un des leviers. La seule chose qu'on demande, c'est qu'on arrête de penser emploi quand on est service civique, tout simplement parce que quand on parle d'emploi, il faut avoir en esprit que le code de référence, c'est le code du travail. Emploi, code du travail. Service civique, ce n'est pas le code du travail, c'est le code du service national. Donc on ne parle plus de bulletin de salaire. On ne devrait plus parler de, de subordination. C'est-à-dire qu'on ne va pas chez le patron quand on a un statut de service civique. On est volontaire, on s'engage. C'est une espèce de donnant-donnant entre la structure d'accueil et le jeune. Je te dis, la déontologie, le cadre général du service civique. On est bien conscient qu'on a des situations bancales, pour ne pas dire malhonnêtes. À tel point qu'on a quand même demandé à l'Agence nationale de signer aujourd'hui des contrats de 24 heures semaine. Parce qu'en 2010-2011, il y a quand même des gens qui étaient assez mal intentionnés pour accueillir des jeunes avec une indemnité mensuelle aux alentours de 570 €, c'était à l'époque, pour 35, 40, 45 heures semaine. Vous voyez ? Donc, quand on parlait de réglementation, nous, on va tous les ans à Paris, 2 fois, 3 fois, avec les référents régionaux, pour dire attention, là, il y a danger. Là, le dispositif, il ne correspond plus à la déontologie du service civique. Nous sommes bien conscients que dans le champ du sport, l'encadrement se fait quelquefois beaucoup en autonomie. Je le dis une fois, et je referme la parenthèse après. Si jamais un gamin ou un pratiquant adulte a un gros pépin. Quand je dis gros pépin, ce n'est pas une fracture du petit doigt ou une fracture du tibia péroné. Un gros pépin avec des incidences très graves. Je sais pas moi, hémiplégie, paraplégie, voire décès. Et qu'il est prouvé que vous êtes seul dans l'encadrement sans avoir un bénévole à votre côté ou un éducateur diplômé,
je pense que ça ira très mal, à la fois pour le président et à la fois pour vous. Ben oui. Code du sport, je te renvoie au code du sport. Il faut réinverser le truc. Celui qui t'accompagne est responsable et toi, tu le co-accompagnes. Ça va, voilà, c'est une partie de ta vie, c'est 8 mois. Après, tu seras responsable si tu veux. Mais là, moi je l'entends, je fais de la formation civique et citoyenne. Vous avez été en formation civique et citoyenne à Colombelle, aux Éclaireurs de France? Bon. C'est ce que je leur dis toujours, moi. Je vous dis toujours ça aux jeunes. Je dis à partir du moment où la loi c'est ça, quand tout va bien, tout va bien. Sauf que quand il y a un gros pépin, ça peut aller très mal. Voilà, moi je vous dis ce qui se passe sur un plan réglementaire. Mais c'est valable aussi pour les sections sportives. Hein. Si tu es en autonomie d'encadrement, c'est-à-dire seul, et ça de manière régulière, vous n'avez pas le droit de le faire, quel que soit votre niveau de qualification. Question. Légalement, le bénévole, il est reconnu en tant que justement responsable de ce service civique à partir de quel moment? Parce que finalement, n'importe qui est dans la salle et qui est licencié dans l'association peut être estimé comme bénévole. Oui, sauf que sur notre dossier d'agrément, on demande le nom du tuteur, le nom et le prénom du tuteur, la personne qui sera référente du service civique. Le tuteur n'est pas nécessairement présent. Dans mon association, c'est moi le tuteur du service civique, ouais. Je ne suis pas là sur cette séance. D'accord. Par contre, il est sous la responsabilité des éducateurs chez nous. Ben, je pense qu'il faut écrire que c'est comment ton prénom? Gabin, si ton tuteur n'est pas là de 16h de 15h à 18h le mercredi après-midi sur le stade de Saint-Lô, il faut qu'il y ait quelqu'un de nominativement responsable de l'encadrement entre 15h et 18h. Bon, bah, si le tuteur est toujours au club, parfait. Voilà. C'était la question de Philippe. Voilà. Si par contre ton tuteur n'est pas là, il faut trouver quelqu'un qui est responsable et qui soit présent. Voilà. C'est la loi. Moi, c'est le législateur qui a décidé ça. Et je pense que c'est pas mal, avec un peu de recul. Avec 2 ans et demi de recul sur le dossier, je trouve que c'est pas mal. Alors, autre question pour eux, qui sont directement concernés, mais parce qu'ils ont le niveau de diplôme qui leur permet d'encadrer sous leur propre responsabilité. Même chose, Philippe. C'est-à-dire que... Il y a une licence de stage interprofessionnelle, oui. Et qui est service civique. Non, il ne peut pas encadrer en autonomie. Ouais. Quel que soit le niveau de diplôme et de qualification acquis. Est-ce qu'on reste sur le service civique? Est-ce que vous voulez 2-3 mots sur le service civique? Ça vous intéresse ou pas? On reviendra là-dessus pour la fin, il y a des petites vidéos. Voilà. Donc, engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 mois pour tout jeune de 16 à 25 ans. Donc, on est bien sur une mission d'intérêt général. C'est pour ça que quelquefois, on se fourvoie. Mais c'est normal. Je suis responsable des U13, des U15, je suis responsable de telle catégorie, je suis responsable de trucs. Ok. Mais soyons prudents. Donc au moins 24 heures hebdomadaires, maintenant c'est pas au moins, c'est ce qu'on demande à chaque structure, c'est de signer avec vous des contrats de 24 heures semaine. Voilà. Parce que moi ça me semble important, et je leur dis à chaque structure que j'agrée en ce moment, et depuis 2 ans, donnez-leur la possibilité, d'avoir une activité salariée dans une autre structure. Bon, pas pour les étudiants comme vous, parce que vous avez déjà un volume horaire non négligeable, en L3, M1 peut-être, M2, mais un service civique dans une structure peut avoir une activité salariée dans une structure tierce. Ça, c'est possible. Donc, laissez-leur le temps de le faire. 2, vous avez un projet d'avenir à construire. C'est demain, c'est votre avenir, c'est votre projet de vie. Donc ce 24 heures semaine permet d'aller chercher des informations, d'aller rencontrer des partenaires, d'aller découvrir autre chose que ce que vous vivez dans votre mission de service civique. L'indemnité mensuelle, 580,55 € net par mois. Ce que vous touchez
Ouais. Putain, il rigole. Ah, c'est ce que tu as touché aussi l'année dernière, ça n'a pas bougé ça. Ah, c'est ça. Hein. Ça fonctionne bien sur un plan administratif et financier. Je ne sais pas si vous avez eu des soucis de versement. Vous avez des soucis de versement au tout début, ouais, le temps que ça. C'est-à-dire que tu as peut-être commencé en cours de mois. Et donc, il y a une régularisation le mois et demi après. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. L'ASP régularise en fonction de la date de signature du contrat. Oui, oui, c'est ça. Je crois que l'ASP verse directement sur votre compte 470 et des bananes. Et le club 107 euros ou la structure 107 euros, quelque chose. Vous avez droit à un régime de protection sociale complet. Donc ça, c'est pas négligeable. Par contre, si ça vous intéresse, pas de mutuelle complémentaire. Il faut que vous ayez une mutuelle complémentaire. Alors soit vous, soit vos parents, soit la structure qui vous accueille peut vous aider à souscrire une mutuelle complémentaire. Je vous le disais tout à l'heure, il y a 9 domaines d'intervention possibles: la santé, le sport, le développement international, l'action humanitaire, l'environnement, les interventions d'urgence en cas de crise, ça on n'en a pas beaucoup, les associations culture et loisirs, les associations éducation pour tous, la mémoire et citoyenneté, les musées par exemple, et la solidarité, je sais pas moi, des missions dans les IME, dans les IM Pro, dans les EHPAD, dans le secteur social, médico-social et hospitalier. Par exemple, le CHU de Caen accueille 16 jeunes en service civique sur l'année 2018. Voilà. Le principe du service civique, c'est l'accessibilité pour tous, avec le bémol que l'on a abordé tout à l'heure. Il y a beaucoup trop de demandes par rapport aux offres. Hein, je vous disais, il y a un ratio de une offre pour 3-4 demandes. Donc, c'est assez compliqué. Mais ça dépend de la nature des missions. Vous avez des missions où les structures, encore aujourd'hui, reçoivent 40 demandes. Voilà, il y a 40 demandes sur une offre. Vous avez des structures où c'est entre 2, 3, 5, en fonction de l'intérêt que les jeunes ont à embrasser la mission de service civique. Notion de mixité sociale, quel que soit votre niveau, quel que soit votre sexe, quel que soit votre territoire, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle ou celle de vos parents, vous pouvez logiquement vous engager en service civique. Et puis, par rapport à ta question, Thibaut, non-substitution à l'emploi. Le service civique, ce n'est pas un emploi. Voilà. On a bien évidemment quelques uluberlus qui essaient de nous mettre un petit peu dans l'espace. Mais quand on est sport-co, on voit bien que le ballon va dans l'espace. Hein, on va pas courir dans le ballon si notre gardien va le récupérer. Donc voilà. Mais ça, c'est des petits soucis à régler avec les structures qui souhaitent accueillir des jeunes en service civique. On a des statistiques de satisfaction qui ne sont pas très brillantes. Je crois que ça mériterait un boulot d'observation beaucoup plus fin. Mais globalement, on a une satisfaction générale de 8 jeunes et demi sur 10 d'avoir vécu cette mission en service civique. Je ne sais pas si sur les 3 étudiants qui ont vécu la mission, en termes de satisfaction, si on est entre 0 et 10, une note 9 pour l'instant. Vous dites ça pour me faire plaisir, mais vraiment Ça rentre en service. Ouais. Et puis moi, c'était ma demande. C'est toi qui a proposé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un service civique d'initiative. Et je crois que vous êtes tous et toutes suffisamment cortiqués pour partir de la salle en disant tiens, l'intervention, ça m'a servi là. Parce que je crois que dans mon club,
On a la possibilité de développer tel ou tel domaine. Et tiens, j'irais bien voir mes dirigeants et mon président en disant, tiens, dis donc, président, là, je termine mon année, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Ce serait quand même bien qu'on puisse améliorer notre site internet ou au moins en créer un, améliorer l'affichage et puis nos contenus de communication, être encore plus précis sur les convocations et puis faire des choses un peu plus sympas, et éventuellement faire, je sais pas moi, tous les 2 mois par catégorie, une séance photo, vidéo, et puis voir ce qu'on a fait avec les jeunes depuis 2 mois, etc., etc. Il y a plein de trucs à inventer, plein de trucs à inventer. Et ça, moi, je vous encourage très sincèrement, si vous êtes intéressé par le dispositif, parce que ça, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est le dispositif sur la jeunesse et la vie associative le plus important en France aujourd'hui. L'Agence nationale du service civique, c'est 600 millions d'euros. 600 millions d'euros. Le ministère des Sports, c'est 481 millions d'euros. Le service civique, c'est 120 millions d'euros de plus que le budget du ministère des Sports. Donc vous voyez l'importance du dispositif, et en 2018, on a autant de fric qu'en 2017. En 2019, je pense que ça peut continuer dans cette dynamique-là, sauf à dire que vous n'êtes pas sans avoir entendu parler du service national universel, hein. Donc là, comment l'articulation service national universel, service civique va se faire? Le directeur de l'Agence nationale à Paris aujourd'hui se gratte la tête parce qu'il n'a aucune réponse à apporter au président de la République. Et il doit proposer des choses pour fin mars. Sur le service civique, est-ce que vous avez... Ouais, Thibaut. Faire des contacts en fait dans le milieu du foot, puisque je travaillais à la Ligue, ce qui m'a permis de trouver mon club quand je suis arrivé sur Caen, et de faire pas mal de contacts, et voilà, ceux qui font du foot savent très bien que les contacts dans le foot c'est important, surtout quand vous de la L3 on met en place son outil. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le service civique, parce que j'ai touché à des choses qui m'intéressaient, le féminin, mais aussi voilà, réussir à ouvrir des portes que j'aurais peut-être pas eu sur le service civique. CQFD, je pense que le collègue là sur le sport universitaire ne pourra pas contredire l'imprégnation dans le réseau. C'est une des principales satisfactions des jeunes en service civique. Chaque fois que je suis avec eux, c'est la connaissance de la vie associative, la connaissance du club, la rencontre avec des partenaires, la rencontre avec d'autres personnes. C'est vraiment ça qui ressort en premier. En deuxième, c'est bien évidemment l'inscription sur le CV. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un recrutement, c'est des chefs d'entreprise qui m'ont dit ça, hein, un recrutement à faire entre un jeune qui a réalisé une mission de service civique à âge égal, à peu près CV égal, celui ou celle qui a réalisé une mission de service civique a beaucoup plus de chances d'être recruté, même sur des stages, même sur des jobs étudiants, que la personne qui n'a pas fait de service civique. Voilà. C'est pas moi qui le dis, ce sont les personnes qui recrutent. Est-ce que les structures ont l'obligation de publier l'offre? Oui, c'est la seule obligation qu'ils ont sur le recrutement. Nous, les services de l'État, quand on agrée une structure, alors que ce soit le club de Saint-Lô, le district, la Ligue, on n'a pas d'ingérence à faire sur le recrutement. Donc le club ou l'institution recrute, mais l'annonce est postée sur le site de l'Agence nationale du service civique. Comment vous avez eu connaissance de l'offre? On m'a appelé. D'accord. Donc toi, c'est toi qui l'as créé. Moi j'ai postulé parce que j'ai vu l'offre sur le site de la Ligue. Voilà. Donc effectivement, la seule obligation, c'est le publier sur le site de l'Agence nationale. Et après, tous les canaux de communication que tu peux mobiliser, alors soit en interne, soit
les magazines, soit par affichage dans les clubs, dans les associations. Voilà. Et ça, c'est obligatoire, la communication, de communiquer. Oui. L'offre est obligée d'être publiée sur le site de l'Agence nationale. L'idée, si tu veux, alors c'est une petite entourloupe, mais on est entre nous. Ce que je dis régulièrement à des structures qui ont déjà des profils de recrutement. Voilà, il y a quelqu'un qui est dans mon club, qui a arrêté parce que la fac d'histoire au mois de septembre, fin septembre, c'était déjà plié. Je sais qu'il est intéressé, nous aussi on est intéressé. Je dis d'accord, c'est de la cooptation, ça s'appelle de la cooptation, ça marche beaucoup ça. Mais publiez l'offre et dépubliez-la le plus rapidement possible parce que l'idée quand même, c'est de répondre à toutes les demandes qui vont vous arriver. Donc vous la publiez puis vous la dépubliez aussitôt, quoi. Voilà. Mais au moins il y a une trace de la publication de votre offre. Voilà. Question? Ouais. C'est quoi une structure qui a peut être agréée? Enfin, il faut quoi comme... Alors, je vous donnerai ça. Ça c'est mon job, ça. Mon job, c'est de vérifier toutes les structures à envergure régionale, que les jeunes qui vont être accueillis vont être dans d'excellentes conditions. Et je marque bien aux présidents et aux dirigeants qui viennent nous voir dans d'excellentes conditions. Ça ne coûte quelque part que 6 € par mois à l'institution. Donc moi, ce que je leur demande, c'est d'accueillir dans d'excellentes conditions matérielles. Excellentes conditions matérielles. C'est-à-dire que si vous êtes accueilli dans un club, je ne veux pas que le jeune ait un bureau de la Roumanie 1950, avec tout le respect que j'ai de la Roumanie 1950, dans le local à ballon. Voilà. Ça, c'est pas accueillir un jeune dans des conditions décentes. 2, on parlait de tutorat tout à l'heure. L'obligation pour la structure, c'est d'avoir un tuteur référencé qui peut accompagner le jeune quand il est en difficulté. Ça ne veut pas dire que le tuteur, bénévole ou pas, soit disponible 24 heures sur 24. On sait que c'est impossible. Mais au moins, quand vous avez des difficultés, quand vous avez des questions, que vous ayez une personne ressource, une personne référente, un tuteur, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et une personne qui puisse assez régulièrement discuter avec vous de votre quotidien, de ce que vous tirez comme bénéfice, des difficultés que vous avez et comment les lever, ces difficultés. C'est ça que je demande vraiment aux structures. Les conditions matérielles et puis l'accompagnement du tuteur. Les structures qui sont éligibles, aujourd'hui en France, à 85% sont des associations. 80% des associations. Les mairies peuvent accueillir aussi. Votre mairie peut vous accueillir en service civique. Collectivités locales peuvent accueillir. Et après, vous avez une liste d'établissements publics. Voilà. Les services de l'État peuvent accueillir, dans certaines conditions, mais peuvent accueillir. Les ligues et les comités qui chapeautent finalement un ensemble de services. C'est le cas pour la télé de Laurent. Ouais. Je crois que nous dépasser dans cette... Ouais. Exactement. Il y a 2 cas. Il y a la fédération qui a un agrément national avec l'Agence nationale du service civique et un volume de jeunes disponible en fonction de la signature de l'agrément entre Fédé et Agence nationale. La Ligue de hand notamment peut dire à la fédération, nous, on a besoin de 5 jeunes pour développer telle forme de pratique à la Ligue de Normandie de hand. Donc ils vont demander à la Fédé de mettre à disposition 5 jeunes. D'accord. Autre possibilité, c'est que la Ligue régionale de hand, comme la Ligue régionale de basket l'a fait avec moi, on agrée ce qu'on appelle en intermédiation, c'est-à-dire que la Ligue de basket porte l'agrément, accueille les jeunes en termes administratifs et financiers et les place dans les clubs. Aujourd'hui, la Ligue de basket accueille 60 jeunes en intermédiation, en service civique. Voilà. Ils ont un tuteur de proximité dans les clubs.
Mais toute la gestion administrative et financière, elle est réalisée par la Ligue de basket. Donc les clubs n'ont qu'à accueillir dans de bonnes conditions les jeunes, à la fois sur un plan matériel et sur un plan humain. C'est pas toujours simple, hein, là c'est que des mots, mais je trouve qu'on fait un beau boulot de développement. J'ai signé un agrément d'intermédiation avec la Ligue de voile il y a 3 semaines. Voilà, la Ligue de voile se met progressivement dans le dispositif. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition des jeunes en service civique de tous les clubs de voile de la Normandie. On a aussi signé un agrément d'intermédiation avec la Ligue de judo. La Ligue de foot a son agrément depuis 2011 ou 2012 sur le développement du football féminin. Bon, là, on a une petite dizaine de ligues aujourd'hui qui se sont engagées. Toute petite dizaine, mais je suis intervenu sur la soirée CNDS mardi il y a 3 semaines. J'ai pas encore eu beaucoup de retours. Mon collègue a fait la même chose à Petit Couronne. Il n'y a pas eu beaucoup de retours non plus. Mais il faut laisser. Mais tu sais, Philippe, il y a 3 choses. La convergence de 3 choses va faire que le dispositif va monter en puissance. 1, la volonté politique du président. Qu'est-ce qu'il veut faire pour ces clubs? On parlait de baisse des contrats aidés tout à l'heure. On parle de baisse du CNDS. Le service civique est un dispositif clé en main. C'est le seul aujourd'hui qui peut permettre aux clubs de pas ou peu dépenser financièrement et d'avoir un service rendu. 2, avoir un petit peu de temps pour coordonner l'ensemble des contrats. Hein, la gestion des contrats, c'est un peu de temps administratif. À titre d'exemple, si ça vous intéresse, la collègue de la Ligue de Basse-Normandie qui assure la gestion administrative et financière des jeunes en service civique, 60 contrats, aujourd'hui, c'est à peu près 30% de son emploi du temps. Un 30% temps plein. Beaucoup de boulot au départ, et puis après, c'est du boulot de suivi, quoi. Voilà. Puis la troisième chose, c'est la nature des missions. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais ça, c'est vrai partout. C'est l'intérêt de la mission. Voilà. Il faut vraiment que la nature des activités qu'on vous confie soit intéressante, à la fois pour la structure, mais surtout pour vous. Voilà. Donc nous, on vérifie tout ça. On vérifie les activités. Je ne donne pas une autorisation d'accueillir des jeunes en service civique si les activités ne sont pas conformes à la déontologie du service civique. Voilà. Et je répète, 24 heures semaine. Je n'ai pas envie que des gamins et des gamines aujourd'hui soient dans des volumes à 35-40 heures semaine. Ça, c'est pas possible. Service civique? C'est good? On a encore combien de temps? 5 minutes? Alors, je vous parlais tout à l'heure, je termine là-dessus parce que c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser sur votre parcours, mais j'en suis même pas sûr parce que vous avez choisi une filière entraînement. Là, on est davantage sur l'événementiel et de l'organisationnel. Voilà, je pense que la slide ici résume l'année 2014. Alors c'est à la fois loin et pas loin. Je vous disais que le directeur régional m'avait missionné pour développer des projets. Donc là, vous en avez. Illustré dans le cadre des Jeux équestres mondiaux, on avait un gros projet qui s'appelait le projet Pied à l'étrier. C'était de faire vivre cet événement au plus grand nombre de personnes, et notamment les personnes les plus vulnérables. Les personnes vieillissantes, les personnes en situation de handicap, les personnes qui vivaient dans les quartiers politiques de la ville, qui n'avaient pas un quotidien très heureux. Et on s'est pastillé ce projet-là avec grand plaisir avec mon directeur et tous les collègues. Dans le cadre du 70e, on avait monté un projet qui s'appelait Jeunesse, Engagement, Liberté, avec 3 temps forts. Et puis, on avait, dans le cadre du championnat du monde de kayak polo, un pavillon, je ne sais pas si tu te souviens, un pavillon citoyen à gauche quand tu rentrais. Là, on avait installé des écrans, et on avait fait des jeux aussi, des quiz. Donc, on avait animé
le championnat du monde au travers d'un stand. Voilà, mais il y a eu d'autres projets aussi, hein. Il y a eu des projets notamment réalisés par Bruno Chandavoine, mon collègue Bruno Chandavoine, auprès des centres de loisirs. Il y a eu des temps de pratique, de découverte du kayak polo. Enfin, il y a eu plein de choses cette année-là. On regardera les vidéos après. Là, c'est un résumé. Un résumé avec le nombre de personnes sur les grands événements de 2014. Alors, il faut être modeste, hein. Nous, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le projet Pialet-Trier, on a fait participer 10 000 personnes sur l'ex-Basse-Normandie. Mais on les a fait participer activement, hein. Là aussi, sur la remontée du temps au fil de l'eau, il y a à peu près 5-6 000, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de spectateurs. Là, il y avait beaucoup de spectateurs, mais je vous en donnerai l'exemple de ce qu'on a monté tout à l'heure. Donc, une petite photo qui avait été prise à Hérouville. L'objectif de la DRDJS, il n'y avait pas le délai à l'époque, faire participer les populations les plus défavorisées, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était un gros travail partenarial avec des structures que je ne connaissais pas du tout. L'Agence régionale de la santé, l'URIOPS, les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Je ne connaissais pas du tout ce secteur-là. J'ai été obligé d'apprendre leur façon de penser et d'agir. On a organisé des rassemblements, ce qu'on a appelé les ranchs. C'était soit une journée, soit 2 jours, où on a monté des journées d'animation avec des poneys, avec des chevaux, et on les a implantés au cœur de certains quartiers défavorisés. C'était incroyable, vraiment c'était incroyable. D'ailleurs, pour la petite histoire, Christophe Durand et Fanny Lemanque ont réalisé un bilan de ce travail au travers d'une étude universitaire en 2015. Voilà, je vous laisse lire. De toute façon, je vous enverrai le... Et puis, je vais vous faire voir... Oui, petite chose là. Sur le projet Pialet-Trier, on avait 95 porteurs de projet. Vous voyez, sur la cartographie, là. Notre première réunion de lancement, on avait invité donc très très large. C'était à l'IRTS, Institut Régional de Travailleurs Sociaux. On avait plus de 120 personnes. On s'est dit avec le directeur, là, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et puis là, vous avez les ranchs, les journées d'animation. Donc, dans des établissements médico-sociaux, hôpital à Bayeux, et puis dans les quartiers, à Glacerie, Flers, Alençon et Hérouville-Saint-Clair, Lisieux. Voilà. Quand je vous disais que l'année 2015 m'a paru un peu fade, vous comprenez un peu pourquoi. Donc les objectifs du ranch, vous les avez là. C'était organiser un moment convivial sur le thème du cheval. Faire converger toutes les populations sur ces journées d'animation. Initier les publics aux activités équestres. Faire découvrir le monde équin et ses activités. Valoriser les projets d'établissement et les projets des associations de quartier. Donc on avait récupéré des entrées pour le village des Jeux équestres mondiaux, des places d'entrée. Et puis on avait acheté des petits goodies. C'est assez bizarre de parler de ce projet-là en 2 minutes 30 quand tu sais que ça t'a pris 1 an et demi. Donc là, vous avez l'ensemble du budget. Voilà, c'était un projet qui n'était pas si élevé que ça, hein. Quand on regarde 284 000 euros, je trouve que c'était pas un budget si faramineux que ça.
Et je vous le disais tout à l'heure, je pense que pour les Jeux Olympiques de 2024, si vous êtes de la partie, participer à des projets de ce type-là, c'est d'une richesse incroyable. Vraiment d'une richesse incroyable. Et j'espère qu'on aura la possibilité d'en construire dans beaucoup de régions en France. Voilà, vous avez des réalisations là. Ça veut dire que quand vous avez des réalisations comme ça, il ne faut pas le regarder dans une seconde. C'est-à-dire que les fresques comme ça ont été réalisées, là c'était dans les centres sociaux à Courteil. Là, c'était la protection judiciaire de la jeunesse. Tout ça en carton qui a été fait par des gamins qui étaient en grande détresse. Hein. La PJJ, c'est des gamins qui sont en grande détresse. Vous avez des fresques sur la plage qui ont été réalisées par des associations. Vous avez des sculptures qui ont été réalisées par des instituts médico-éducatifs. Vous avez des ateliers qui avaient été organisés aussi dans ce cadre-là. Vous voyez, hein, les personnes en situation de mobilité réduite. Humainement, c'était quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas si j'arrive à vous sensibiliser là-dessus, mais j'ai vraiment une année assez incroyable. Je vous passe une petite vidéo ou deux, et puis on termine là-dessus.